Vous écoutez RTL. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès, avec aujourd'hui Philippe Duval aux manettes techniques de l'heure du crime. Et puis, on le disait il y a un petit instant avant les informations, aujourd'hui, c'est surtout une histoire qu'on va vous raconter. C'est vrai que il n'y aura pas aujourd'hui d'archives sonores parce que les faits se sont déroulés en 1949, même si l'affaire extraordinaire dont nous allons vous parler avec mon invité Xavier Armange a inspiré l'un des plus grands cinéastes français, Henri-Georges Clouzot, pour un film que vous avez peut-être encore en mémoire les uns et les autres, qui s'appelle Les Diaboliques. Mais enfin, il y a une distance toujours entre ce qui inspire les scénaristes et puis ce qu'on voit ensuite à l'écran. Bonjour Xavier Armange. Bonjour Jacques Pradel. Et merci d'avoir accepté cette invitation. On va le dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. On se connaît. Moi, j'étais tombé il y a plusieurs années sur votre livre La malle sanglante du puits d'enfer, paru aux éditions d'Orbestier. C'est d'ailleurs un livre dont j'ai le plaisir de préciser, à propos duquel j'ai le plaisir de préciser qu'on peut toujours le trouver parce qu'il y a eu 3 éditions successives, mais l'histoire est tellement forte en fait que voilà, tant qu'il y a de la demande, si j'ose dire, et on vous joint assez facilement sur internet, ce livre est un véritable succès d'édition. Il raconte une histoire vraie, même si vous êtes éditeur, je l'ai dit, et romancier, mais on verra quelle est la patte du romancier là-dedans. D'un mot, vous êtes de la région des Sables-d'Olonne. Est-ce que vous pouvez, et vous êtes allé il y a quelques jours en pleine tempête, voir le puits d'enfer. On peut parler de ce lieu quand même, s'il vous plaît d'abord. Oui, c'est une faille assez impressionnante. Elle se trouve sur la côte après une longue plage de sable, la plage des Sables, et puis là c'est du rocher pendant plusieurs kilomètres. C'est une sorte de falaise. Une falaise, et vous avez ouais. ce coup d'épée qui a été donné dans la falaise, et l'eau qui bouillonne, et fond, en pleine tempête comme c'est le cas aujourd'hui, parce que la route est coupée là en ce moment et ça souffle très fort. Oui. Eh bien, c'est très impressionnant. Alors évidemment, quand on va en tourisme dans la région, il y a les cartes postales et ça depuis très longtemps évidemment. Oui. Mais là, nous, on va arrêter le curseur à l'année 1949 et très précisément au mercredi 9 février 1949 parce que on ne l'a pas dit, mais il faut le préciser. À l'époque, c'était beaucoup moins construit qu'aujourd'hui, la côte près des Sables-d'Olonne, et on est dans un endroit vraiment pelé où il y a très très peu de construction. Hein. Oui, alors c'est pelé le long de la mer, mais après c'est la forêt. Et quelques maisons, une maison de Nina d'Asti qui était une demi-mondaine de la fin du siècle dernier, et puis quelques autres maisons, mais très peu. Très peu. Ouais. Et alors c'est en ce mercredi 9 février, il y a une sortie, j'allais dire scolaire. Il y a des enfants qui sont, alors c'est pas un sanatorium, on disait à l'époque un préventorium, des enfants à la santé fragile. Hein, on va c'est dire. Exactement ça. On pensait que l'air de la mer leur ferait du bien. Ouais. Oui. Et alors ces enfants sortent avec un moniteur, et évidemment on va au puits d'enfer parce que c'est une destination pour tout le monde. Et c'est un enfant qui va faire cette découverte épouvantable. Oui, des enfants qui s'aperçoivent qu'il y a quelque chose au fond de ce gouffre, et ils aperçoivent un homme. Ouais. Un homme qui paraît en bien mauvais état, avec et puis avec des débris de quelque chose qui ressemble à une malle. Ouais. Alors ils en savent pas plus, évidemment, on les éloigne. Voilà. Alors évidemment, on appelle tout de suite les autorités, comme on dit, c'est-à-dire le maire du village le plus proche, le garde champêtre, le château d'Olonne, et puis c'est le branle-bas dans Landerneau. Bien sûr. Parce qu'évidemment, au mois de février, il y a personne aux Sables-d'Olonne, qui est quand même déjà à l'époque une ville très touristique, ça reprend après la guerre, mais là il y a personne, c'est le grand désert, et tout le monde accourt pour voir ce qui se passe. Alors il faut dire, il faut bien avoir en tête que évidemment les Sables-d'Olonne, c'est une ville balnéaire et portuaire, il y a beaucoup de pêcheurs dans la région, on a l'habitude malheureusement de retrouver parfois des cadavres, mais là tout de suite les gens du coin, on va dire, savent que c'est pas ça, c'est autre chose. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible. C'est quand on vous met dans un couloir, quand on découvre un corps coincé dans un couloir, on se dit par où est-il rentré ?
il n'a pas pu rentrer comme ça. La mère n'a pas pu le faire rentrer, c'est pas possible. Ouais. Et puis il n'est pas arrivé à la suite d'un naufrage. Et il n'y a pas eu de naufrage. Il n'y a pas eu de naufrage, surtout. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe ce jour-là. C'est un fait divers qui commence sur un mystère, bien sûr. Qui est cet homme? Alors on va réussir à sortir du puits d'enfer le corps de cet homme, qui est très abîmé parce qu'il a évidemment été brinque-ballé sur les rochers. On va sortir les débris en osier. On va se rendre compte que il s'agissait d'une malle, et on va même deviner sur les fragments de la malle des initiales. Oui, tout à fait, des initiales RT. Ouais. Voilà, 2 grandes lettres, majuscules. Un temps noir. Bon. Alors maintenant, évidemment, on l'a dit, c'est désolé. Les gendarmes font leur boulot, oui, d'ailleurs, et ils cherchent des témoins. Alors il y a des gens qui sont pas loin. Il y a un personnage, qui s'appelle Désiré. Il y a Désiré Gautreau, qui est un brave garçon qui fait des petits boulots, on pourrait dire ça, et qui vit presque comme un clochard dans un blocos, puisque c'était le mur de l'Atlantique, n'oublions pas. Et donc il reste encore des traces, et notamment des blocos. Ouais, et on est en 49, il y a encore on est en 49, rien n'a été réglé encore. L'amnistie n'est pas encore signée, et c'est une période très trouble, très très trouble. Mais lui, c'est un témoin idéal, éventuel. Donc les gendarmes l'interrogent, bien sûr. Ils l'interrogent, et il a aperçu des lueurs la nuit, des lueurs d'une voiture. Il y en a pas à passer. C'est un chemin. Aujourd'hui, c'est une route côtière. À l'époque, c'était un chemin. Et il a aperçu des phares dans la nuit. Plusieurs fois passer une voiture. Ouais. Alors lui n'a pas vu la malle sur le toit de la voiture. D'ailleurs, la malle n'était pas sur le toit de la voiture, je crois. Non. Bon, alors voilà. Donc c'est le début de cette histoire. Évidemment, vous comprenez comment un romancier enfant du pays, si j'ose dire, découvrant et il va nous le dire, Xavier Armange, dans quelles circonstances. Dans un instant, il a découvert cette histoire attachée à ce lieu très très touristique. On comprend évidemment qu'il ait voulu creuser. Il y avait matière à creuser parce que tout ça a fait la une, bien sûr, de la presse régionale d'abord, et puis ça a été un véritable feuilleton policier parce qu'il y a eu une enquête extraordinaire de plusieurs services de police régionaux et parisiens qui ont abouti à l'identification de l'inconnu du puits d'enfer, et surtout à l'identification d'une femme, la diabolique, qui avait imaginé ce scénario macabre. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Nous vous racontons aujourd'hui, dans l'heure du crime, la véritable histoire de la malle sanglante du puits d'enfer, avec celui qui a consacré un livre à cette affaire, Xavier Armange, écrivain, éditeur, enfant du pays, comme on l'a dit, et qui a publié ce livre qui raconte toute l'histoire. Alors, il raconte en même temps une histoire évidemment de romancier, c'est-à-dire que là où vous n'avez pas trouvé en journaliste, si j'ose dire, un certain nombre d'éléments, vous les avez inventés, mais très peu finalement, et le fond de l'affaire est vrai, et tous les personnages dont on parle ont véritablement existé. Et Xavier Armange a publié donc sous ce titre, La malle sanglante du puits de l'enfer, le récit de cette affaire aux éditions d'Orbestier. Comment vous avez appris, vous, qu'il y avait eu cette chose-là On en parle au SAV. Encore, oui. Bien sûr, puisque c'était encore dans les maison dans le coin. Oui, moi j'habite pas loin, et je passais devant tous les jours. On en parle, c'est connu, mais avec toutes les déformations liées au temps. Alors vous dites, il n'y avait pas, les journalistes en ont pas parlé. Si, enfin les journalistes en ont parlé chaque année. Fait la une à l'époque, chaque année, 49, chaque année, ils marronnaient au moment de l'été, mais à chaque fois ça se déformait, ça se transformait. Et moi on m'a dit, il y a un homme qui a été coupé en morceaux. Alors, plus exactement, excusez-moi, une femme, on traite qu'aux riches. Oui, d'accord. Donc vous avez eu la curiosité d'aller voir évidemment dans les archives de la presse régionale ce qu'il en était. Ouest France existait déjà, oui, bien sûr. En 1949. Oui, le journal des Sables qui existe toujours. Ouais. Oui. Et donc après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette affaire va se transformer en feuilleton policier parce que l'enquête va se déplacer de la Vendée vers Paris. Vers Angers d'abord. Vers Angers d'abord et vers Paris. Voilà. Pourquoi Angers? Parce que le SRPJ était à Angers à l'époque. Tout simplement. C'est une histoire administrative. D'accord. Et ensuite, c'est la PJ parisienne qui va prendre les rênes. Pourquoi? Eh bien parce que il va y avoir une dénonciation. Mais ça, on va en parler plus tard, si vous voulez. On va parler d'abord du personnage on va raconter ce qui s'est passé
et que les enquêteurs n'ont découvert que des semaines, voire des mois plus tard. En fait, l'histoire, assez vite. L'histoire, elle commence à Paris, et les fameuses lettres RT, ça veut dire Robert Tellier. Robert Tellier, le nom de la victime, qui est un homme, alors qu'on présente à l'époque comme un rentier âgé, mais il a 62 ans. 62 ans, mais voilà. C'est un homme qui vit de ses rentes et qui, pour son malheur, finalement, a eu besoin un jour d'une gouvernante. Oui. Il a besoin d'être aidé, il a un problème de goutte, ça se faisait beaucoup à l'époque, et il va recruter une femme, qui lui a été conseillée par quelqu'un qu'il connaît, et cette femme a un passé assez exceptionnel, on peut le dire. Elle a connu grandeur et décadence. Grandeur, c'était une grande famille bourgeoise militaire de Cholet. Cholet, c'est pas très loin de la Vendée. Et elle s'est mariée jeune à un grand d'Espagne. Un grand propriétaire, un riche propriétaire d'Espagne. Elle se vante de manger à la table de la reine d'Espagne. Voilà. Elle a fait partie, elle le dira en tout cas beaucoup, de la haute société espagnole. Elle le dit. Et puis arrive la guerre d'Espagne. Son mari va être fusillé. Elle va être emprisonnée en Espagne également, connaître vraisemblablement des choses extrêmement difficiles, et on la retrouve après la guerre à Paris, chassée de sa chambre de bonne pour mauvaise conduite. Donc, on peut penser qu'elle se prostituait, en fait, pour parler, sans doute pour parler clairement, pour s'en sortir, et qu'elle était également hétéromane, je crois qu'on disait ça comme ça. C'était une femme qui se droguait à l'éther. Voilà, c'était une femme qui souffrait de maux de tête et qui utilisait une drogue qui était que l'on employait assez souvent à l'époque. C'était l'éther. On sniffait, voire on buvait. J'ai vu ça, de l'éther. Ça a été interdit depuis. Vous n'en achetez plus en pharmacie librement. C'est-à-dire qu'elle a commencé à prendre de l'éther pour ses maux de tête, et puis ensuite elle a eu une addiction, quoi, en fait, c'est comme une drogue. Alors voilà cette femme donc qui devient gouvernante entre guillemets, c'est-à-dire qui doit s'en sortir. Elle est expulsée de son logement, et là par relation commune avec Monsieur Tellier, on apprend que Monsieur Tellier cherche une gouvernante. Et voilà, on va faire la. Elle va rentrer à son service, mais pour elle, elle a l'impression de déchoir, parce que une gouvernante, c'est un joli mot, mais c'est presque une bonne, c'est un domestique. Et elle fait sentir tout de suite à la concierge de l'immeuble, puisque ce monsieur habite dans Paris, pas loin du boulevard Malesherbes. Tout à fait, rue Geoffroy. Donc elle va faire comprendre tout de suite à la concierge que elle n'est pas une bonne, mais qu'elle est une gouvernante, et que voilà. Donc, elle est pas très appréciée, on peut le dire, ni de la concierge, ni des commerçants du coin. On la trouve hautaine et c'est ça. C'est son fond profond d'ailleurs qu'on va retrouver tout du long de son existence. Et alors, c'est cette femme, en fait, lorsqu'elle entre en contact avec ce monsieur Tellier, va échafauder un plan absolument diabolique pour s'emparer de sa richesse, parce que il est fort riche. Et échafauder, le bon mot, je pense. Oui, il est riche. Échapper à l'échafaud, mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et donc, ce monsieur est riche, et donc elle va trouver un système assez astucieux, parce que c'est malgré tout une faible femme. Toute seule, elle se sent un peu légère. Et donc, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de quelqu'un pour mener à bien son projet à Cabre. Et alors là, on entre dans, parler d'une affaire hors du commun, mais quelquefois ça peut paraître un lieu commun de le dire, mais quelquefois les lieux communs prennent tout leur sens, quoi. Cette affaire est extraordinaire parce que l'homme dont elle a besoin, elle va le recruter d'une manière extrêmement originale. Par petite annonce. Une petite annonce dans le journal. À l'époque, on n'avait pas Internet, on publiait dans les journaux, et elle cherche un homme courageux, capable d'accomplir une mission dangereuse. Voilà. Donc elle cherche femme cherche homme n'ayant pas froid aux yeux, quoi. En gros. C'est à peu près ça. Et elle va recevoir évidemment un certain nombre de réponses, et elle va faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un casting. C'est ça, oui, trois réponses. Mais elle va retenir un candidat et le mettre à l'épreuve.
Alors, on va le mettre à l'épreuve. Je vois tout le monde froncer le sourcil, là, Philippe Duval. Le mettre à l'épreuve comment ? Il faut qu'elle soit sûre quand même que cet homme soit capable d'étrangler son patron. Elle sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Elle sans doute ne le sait pas encore. Mais c'est bien que ça risque de mal se terminer. Voilà. Et donc, il faut que cet homme soit vraiment, on va dire, dans ses griffes, quoi. Ne puisse pas lui échapper. Ça va être une emprise sexuelle. Oui. On pourrait parler presque de domination. Donc, en tout cas, intellectuelle et sexuelle. Il y a dominé, ça c'est très clair. Et en même temps, elle va lui faire miroiter des sommes mirobolantes pour acheter à la fois sa complicité et son silence. Oui, mais pas tant que ça finalement, parce que la grosse part c'est pour elle quand même. Et voilà. Alors, vous allez en savoir plus dans un instant. On va mettre des points de suspension parce que pour tout cela, ce plan, on va le découvrir ensemble, un peu avec les enquêteurs, que ce plan avait été très soigneusement élaboré. Elle avait pensé à tout, et même avant de tuer son patron, il fallait qu'elle évacue le cadavre. Elle avait donc dû déjà décider qu'elle allait se débarrasser du cadavre quelque part en France, dans une malle, puisque cet homme possédait une malle, elle allait s'en servir, mais pour trimballer la malle, il fallait une voiture. Et pour conduire la voiture, il fallait un chauffeur. Alors, elle a continué à recruter ses complices. Pas forcément par petites annonces, mais en parlant dans son entourage. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Un mot au passage, parce que hors micro, j'expliquais à Xavier Armange que très régulièrement par RTL.fr, parce que les auditeurs peuvent nous proposer sur RTL.fr, peuvent soumettre une idée à l'émission. Voilà, c'est exactement ce qui est marqué sur le petit bouton. Si vous allez à la page de l'heure du crime dans RTL.fr, vous pouvez soumettre une idée à l'émission. Et très souvent, venant de la région de Vendée, bien sûr, on a des auditeurs qui évoquent cette fameuse affaire de la malle sanglante du Puy d'Enfer. Je rappelle que c'est le titre du livre publié sous les signatures de Xavier Armange aux éditions d'Orbestier, et qui est le fruit d'une enquête à la fois d'écrivains et de journalistes. Xavier Armange nous le disait tout à l'heure, il habite dans ce coin-là, tout le monde connaît le Puy d'Enfer. On raconte des tas d'histoires, oui, mais dans le temps, c'était dans 1949, on avait effectivement trouvé au fond du Puy d'Enfer le cadavre d'un homme bâillonné, ligoté, des débris de malle en osier. Donc on pense tout de suite à une malle sanglante. Ça, c'est un grand classique du roman noir, mais là, on est dans la réalité, et on identifie donc assez rapidement l'homme, la victime, grâce d'abord à ses initiales RT, qui étaient inscrits sur la malle. Robert Tellier, donc, et comme on disait, donc un monsieur qui vivait de ses rentes et qui avait engagé une femme, André Forêt. Je ne sais pas si on a dit son nom tout à l'heure. Oui. André Forêt, ancienne, on va dire, membre de l'aristocratie espagnole, si on en croit ce qu'elle a expliqué, parce qu'elle avait épousé un mari de l'Espagne d'en haut, si j'ose dire. Et puis ensuite, la famille déchue, la guerre d'Espagne. Un désir de revanche. Et un désir de revanche terrible. Oui. Et apparemment, Xavier Armange, une femme à poigne, parce que on parlait tout à l'heure en disant qu'il y avait dominant et dominé. Quand elle a trouvé par petite annonce Robert Planet, dont on va parler maintenant, elle lui a fait son affaire, si j'ose dire, très rapidement, quoi. Hein. Oui. Qui était ce garçon ? Il lui fallait quelqu'un qui lui obéisse finalement, et c'est une femme qui était habituée à ça. Elle avait eu des domestiques avant, etc. Et donc ce garçon, c'est un peu un raté. C'est un peu un raté. Il est jeune, il a 28 ans. Donc, fils de bonne famille, fille de petite bourgeoisie, bien stricte, bien droite. Mais lui s'embête, il rêve un peu. Bon à rien, prêt à tout. Hein, comme c'est prêt à tout, pas tant que ça d'ailleurs. Il va le faire, bien sûr. Mais surtout, il rêve un peu, il veut faire carrière, une situation, disait-on à l'époque. Et puis, il aimerait bien faire du cinéma, il est plutôt beau garçon. Il a une copine qui est dans une boîte de nuit, et donc, ça lui donne des idées. Ouais. Alors des idées, c'est d'avoir de l'argent facile, quoi. C'est exactement ça. Et c'est ce que va lui faire miroiter tout de suite cette femme. Tout à fait. Ouais. Dont il devient l'amant.
et en même temps, elle lui dit par petits bouts. J'ai l'impression si oui, j'ai elle va lu votre livre avant l'émission, donc elle va l'amener à lui obéir vraiment et à l'avoir à sa botte. Ouais. Et ça va fonctionner puisque ils échafaudent un scénario pour pouvoir rançonner finalement ce vieux monsieur, peut-être pas le tuer au début, on n'est pas sûr, mais toujours ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer, mais enfin elle veut quand même avoir le chauffeur, la voiture et le chauffeur, c'est quand même avant le meurtre, non, si j'ai bien compris. Alors la voiture, elle achète une voiture, donc c'est de la préméditation, ça tout à fait caractérisé. Oui. Elle achète une voiture pour transporter le corps. Et cette voiture est une grosse voiture, mariage de Matisse et de Ford, d'avant-guerre. Pendant un moment, les deux sociétés ont été... Enfin, Ford avait acheté Matisse. Ouais. Donc une grosse conduite intérieure noire. Donc si je vous suis bien, elle tue d'abord quand même, non. Et après... Non, la préméditation, c'est qu'elle l'a acheté avant. Elle l'a acheté avant quand même, et donc elle avait des économies quand même, parce donc, que la voiture, ça vaut une certaine somme. Elle l'a pas payé. Elle l'a acheté, mais elle l'a pas payé. Elle a attendu d'avoir... D'accord. Ah oui, elle a trouvé la voiture. Elle a trouvé ensuite le chauffeur. Oui. Et elle a dit, aujourd'hui, je vous paye. C'était 2 jours après, ça a été très rapide. Ouais. Elle l'a trouvé chez un bistrotier de la plage de Clichy. Alors, cela dit, elle trouve un premier chauffeur qui va quand même l'aider à descendre cette malle. Oui. On racontera après ce qui s'est passé avant l'assassinat évidemment de ce pauvre homme. Mais là, si on est dans la suite de l'histoire, elle a tué cet homme avec son complice. Son complice est parti se cacher. Enfin, on verra où se cache Robert Planet. Donc, elle parce qu'il ne conduit pas. Et oui, c'est pas conduire, voilà. Pour ça qu'il fallait, voilà. Et donc, elle a trouvé la voiture, elle a trouvé un chauffeur. Et ce chauffeur va venir l'aider, là, rue Jouffroy, donc, la concierge va voir descendre cette malle, apparemment très lourde, qu'on va installer, dans la voiture. Puis elle est pas, André, Faré dit, oui, non, on va pas la mettre sur le toit parce que s'il pleut, ça ira pas. Oui. Alors on la met à l'arrière de la voiture, c'est et ça? On la met sur la banquette arrière, il y avait de la place dans le coffre, ça ne rentrait pas. Ouais. Elle a une explication. Oui. Ce sont des objets précieux que mon patron m'a demandé d'emmener. Oui. Et mon patron, lui, est parti en train en Suisse, parce qu'il a des ennuis avec la justice. Et il faut bien être conscient qu'à l'époque, en 49, c'était tout à fait possible. Il y a encore des faits de guerre, de résistance, de collaboration, que c'est une période très troublée. J'ai essayé de le faire passer dans mon livre. Et donc, ça peut s'entendre. Ouais, elle laisse entendre que le monsieur Tellier aurait été l'auteur de certaines magouilles, enfin bon, qu'il faut prendre de l'air très vite. C'est pour ça qu'il est parti sans dire au revoir à personne, parce que ça étonne quand même beaucoup son entourage, évidemment. Elle sait que son entourage va se réveiller dans 2-3 jours aussi. Voilà. Faut faire vite, hein. Oui. Et puis alors, ce premier chauffeur, donc, ce malheureux premier chauffeur qui est absolument complice de rien du tout, simplement à qui elle a proposé une somme assez importante pour alors, ce voyage, elle lui dit, on va où? On va à Angers? On va à Lyon. À Lyon. Ah oui, on va à Lyon, voilà. Ah oui. Et dans le bois de Boulogne, elle change dit, on va à Angers. Oui. Bon, déjà, ça lui paraît un peu bizarre, quand même, à cet homme-là. Et il y a un moment où ça lui semble tellement bizarre que... Ah oui, il cale complètement, là, et il dit, bon, moi, j'arrête, trouver quelqu'un d'autre, je rentre chez moi, et... Parce qu'entre-temps, il a voulu savoir ce qu'il y avait dans la malle, et déjà, elle lui a dit que c'était des armes. Oui, elle va se contredire, d'ailleurs, plusieurs fois. C'est des armes, c'est des choses précieuses, c'est des... Et là, il veut pas être mêlé à cette affaire. D'accord. Donc, il dit, écoutez, moi, je vous ramène là où je vous ai pris. On laisse la bagnole, on la gare, boulevard Malesherbes, et je rentre chez moi, et on n'en parle plus. Il veut pas rendre le pognon non plus. Non. Enfin, et finalement, il va le rendre d'ailleurs. Voilà, parce qu'elle est quand même assez exigeante. Très exigeante. Et elle va essayer de trouver, et elle va réussir à trouver un autre chauffeur. Par SVP. SVP existait, c'était une agence, on téléphonait. SVP, on composait les lettres SVP sur le cadran du téléphone. SVP répondait à tout et trouve un chauffeur dans l'heure qui suit. C'était pas mal déjà. Et il y a un monsieur qui se présente et elle lui dit voilà, il y a Châtelain. Monsieur Châtelain. Il y a plus de 10 000 francs de l'époque quand même. C'est de l'argent, ça. Non c'est pas mal d'argent, oui. Et le gars se dit mais c'est la plus belle course de l'année. C'était un Bougnat parisien. Oui. Il y a Bougnat, il avait le bistrot, les voitures de petite remise, et puis le charbon.
Voilà, et c'est cet homme qui va finalement partir avec elle au volant de la voiture qu'elle a fraîchement achetée, et c'est lui qui va conduire cette femme jusqu'au puits d'enfer. Et on vous raconte ce périple qui a été assez agité d'ailleurs entre les deux personnages, et le retour sur Paris, bien sûr, dans un petit instant. L'heure du crime sur RTL. Le cadavre inconnu du puits de l'enfer n'est pas resté inconnu très très longtemps. Et on va vous raconter tout à l'heure, évidemment, dans quelles circonstances la police parisienne a réussi à arrêter cette femme dont on vous parle, André Ferré. On est en train de vous raconter comment, mais ça on reviendra sur l'assassinat tout à l'heure, mais comment après avoir fait tuer son patron avec un complice qu'elle avait recruté par les petites annonces, par SVP, par téléphone, elle recrute un chauffeur et elle part avec ce chauffeur et la malle dans laquelle se trouve bien sûr le cadavre de son patron. Alors c'est là où elle va, on va aller assez vite là-dessus, mais comment s'appelle-t-il? Châtelain, monsieur Châtelain, oui. Qui a été recruté lui aussi, qui est de bonne foi, oui, il a tué personne, mais il sent bien qu'il est quand même sur une histoire bizarre, et c'est à lui qu'elle dit parce qu'on est quand même près de la guerre, de la résistance, et tout ça, ce sont des armes qui sont dans je dois les livrer dans un endroit, je vous dirai où, et elle le conduit petit à petit comme ça, tout rangé. Et par une route difficile parce que les ponts sont encore coupés, la guerre est tout près, et donc elle va arriver au puits d'enfer en pleine nuit, enfin en fin de journée, puis elle va attendre la pleine nuit. Là, elle a raconté à Châtelain que des complices, que des personnes devaient venir chercher le colis. Ils sont pas venus, et personne ne vient, eh bien on s'en débarrasse, on le balance dans cette faille rocheuse. Voilà, donc dans le puits d'enfer. Et voilà, et il faut dire aussi que tous les gens de la région savent que quand on dit ça aux petits enfants dans le coin, quand on jette quelque chose dans le puits d'enfer, on le revoit plus jamais. Il y a ce risque, voilà. Mais là, le cadavre est revenu en fait. Alors donc après cette nuit quand même aussi très agitée, les deux retournent vers Paris. Châtelain, il a compris qu'il y avait une histoire bizarre, mais il se dit après tout, si elle me paye, il y a pas de problème, pas d'état d'âme. Et là, elle va commettre une erreur, et c'est comme ça qu'elle va se faire arrêter, parce que devant Châtelain, elle va lui dire où elle a rendez-vous avec un avocat. Un avocat, parce qu'elle a prévu avec. Elle a tout prévu. Elle a déjà contacté un avocat, puisque après le meurtre de son patron, elle s'est fait signer des chèques, on va en reparler, et elle s'est fait signer la vente des meubles et de l'appartement. Et là, il faut quand même que ce soit juridiquement, que ça tienne la route. Voilà. Et donc, il faut un homme de loi. Voilà. Elle consulte l'avocat, elle lui a téléphoné, et là, elle lui donne rendez-vous à Paris dans un bar. Voilà. Et elle va en parler, l'adresse de ce bar, Châtelain va l'entendre. Voilà. Il va l'entendre. Et il la quitte, il rentre chez lui. Et puis quand même, après, dans les journaux, alors il lit les journaux, il découvre l'histoire que dans le puits d'enfer, c'est pas des armes qu'on a trouvées, c'est un cadavre. Et là, il se dit, oh là là, dans quoi je trempe? Et il va finir par appeler la police pour dire... C'est ça. En gros, c'est ça. Ouais. Et il est très mal à l'aise, évidemment, parce que il n'a rien fait de mal, et il va téléphoner de façon anonyme pour éviter des ennuis éventuels. Et puis après, il apparaîtra sous son vrai nom, et puis subira des interrogatoires de police. Voilà, mais sur le premier coup de fil, anonyme, il dit, moi je peux vous donner le nom d'une femme qui est un témoin important, comme on dit, de cette affaire. Elle a rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Pas son nom, il connaît pas sous son nom. Non, il dit, elle a rendez-vous avec un avocat. Et sa description. À tel endroit, et c'est pas loin de chez Maxime. Voilà. Bon, évidemment, la police fait ce qu'on appelle une souricière, et André Ferré est arrêté. Et commencent les interrogatoires. Alors là aussi, on retrouve un musclé, les interrogatoires, un peu à la Simenon, et beaucoup, à la musclée, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'hésitait pas. Elle va s'en plaindre, en tout cas, beaucoup. Voilà, oui. Et elle a passé plusieurs dizaines d'heures d'interrogatoire, avec une force de caractère extraordinaire. On reviendra sur ce personnage qui est apparu à tout le monde et à tous les témoins au cours du procès. Vraiment une femme de tête, parce que elle a donné du fil à retordre aux policiers. Alors, il est temps maintenant, on reviendra sur le procès tout à l'heure, de dire ce qui s'est passé le fameux soir de l'assassinat. Elle a donc donné rendez-vous rue Jouffroy,
chez son patron à son amant et complice Robert Planet. Elle a dit à son patron, elle a encore inventé une histoire, c'est une mythomane assez coriace, elle a dit à son patron qu'elle allait lui présenter un garçon qui pouvait lui faire gagner beaucoup d'argent. C'est ça. C'est ça. Et elle le présente acteur. comme un intermédiaire. Elle lui dit bien, il y a de l'or qui est possédé par des communistes. Alors elle s'en mêle un peu. Est-ce que c'est des maquis communistes? Est-ce que c'est des communistes russes? Enfin, ils ont de l'or et ils veulent le convertir en monnaie sonnante et trébuchante. Vous avez de l'argent, ils vont vous vendre l'or au tiers de sa valeur. Voilà. Donc vous récupérez de l'or, mais par contre, il me faut 500 000 francs et puis 150 000 francs de chèques différents. Moi, je m'occupe de la transaction. C'est Planet qui dit ça. Oui, mais il le dit mal. Il s'en sort mal. En fait, il est très mauvais comédien. Il n'aurait jamais fait de cinéma de toute façon. Non. Et elle boue évidemment. Elle est folle furieuse parce que ça se passe très mal. Et vraisemblablement Planet. Alors ça, je sais pas si ce que vous en dites là de cette scène-là, est-ce que vous l'avez tiré entièrement de votre imagination ou du contenu de ces réponses aux questions des policiers? Eh ben, je répondrai les deux. Ouais. Les deux, parce que j'étais pas là au moment de l'assassinat, mais elle a avoué certaines choses. Planet a été beaucoup plus prolixe qu'elle, d'ailleurs. On n'a pas avoué. Elle a dit qu'elle y était. Oui, voilà. Mais elle n'a jamais donné de détails. Non. C'est Planet qui s'est allongé, si on peut dire. Qui s'est allongé, et on va voir la suite, justement, puisque les responsabilités, où sont-elles? Voilà. Alors, Planet, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que, comme il s'en sort pas très bien, que Robert Tellier, lui dit, écoutez, jeune homme, je suis pas tombé de la dernière pluie, vous plaisantez, quoi, vous êtes en train d'essayer de m'escroquer, sortez. Et à ce moment-là, André organise une fausse sortie. C'est-à-dire qu'elle fait claquer la porte de service, parce que, en tout plus, le monsieur dit, sortez et par la porte de service, accompagnez ce jeune homme et par la porte de service. La porte de service claque, mais en fait, elle a gardé Planet dans sa chambre. Oui. Et elle va attirer son patron dans la chambre. Et là, c'est ce changement de scénario, parce que je crois qu'ils ont trouvé un objet, un rouleau à pâtisserie. Un rouleau à pâtisserie, oui, c'est une bonne matraque, après tout. Et ils vont le contraindre, parce que le but de l'opération, c'est de récérer ses chèques. Voilà, donc il faut cette donation. Il faut que ce monsieur signe des chèques. Alors, il va signer, plus que ça, très amoché déjà, et ils vont utiliser l'éther pour le shooter. Ils vont le droguer à l'éther, ils vont l'attacher, ils vont le menacer, ils vont obtenir ces fameux chèques les uns derrière les autres, en fait. Et il y avait un troisième chèque de 50 000 francs pour ses bons services à elle. Qu'elle fait signer à cette malheureuse victime, en fait. Et puis, alors la mort en elle-même, est-ce qu'on sait? Ça va être le problème du procès. Parce que toujours est-il que il va mourir, ce monsieur. Voilà. Mais qui l'a tué? Alors qui l'a tué? Eh bien, les jurés, les 7 jurés, il y avait 7 jurés à l'époque, avaient à répondre à cette question. Évidemment, René et Robert vont se retrouver dans le box des accusés, accusés tous les deux d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Ça veut dire qu'à l'époque, évidemment, la guillotine existe. On va peut-être leur couper la tête. Ce qui va se passer vraiment, on va vous le raconter dans un instant. L'heure du crime sur RTL. Et c'est la dernière partie de l'émission avec mon invité Xavier Armange qui raconte dans un livre magnifique La malle sanglante du puits d'enfer, publié aux éditions d'Orbestier, cette histoire que nous décortiquons, que nous autopsions ensemble depuis le début de cette heure. On arrive au moment du procès. André, la commanditaire du crime, c'est clair, elle a bien dit j'étais là, mais elle n'a rien avoué de plus, malgré, comme vous le disiez, Xavier Armange, des interrogatoires assez musclés quand même de la police. Robert Planet, lui, s'est allongé, comme on dit vulgairement, il a raconté. Mais après avoir été en cavale pendant un certain temps. Oui, voilà, pendant quelques temps, mais il s'est fait arrêter assez rapidement. Alors c'est vrai qu'il avait une petite somme par rapport, il avait 150 000 francs. Elle avait des millions et des millions, potentiellement quand même. Avec l'appartement, oui. Avec l'appartement qui n'a jamais été vendu. Si elle l'avait eu, évidemment. Voilà. Et alors maintenant, on est dans ce théâtre judiciaire. Décembre 1949, il faut savoir que à l'époque ça allait vite, puisque 1950.
À 1950. Moi, Oui, j'avais noté. C'est presque 2 ans, quand même. Ah, d'accord, quand même, parce que justement, ça m'avait étonné. 49, la même année, comme la découverte du Puy d'Enfer, c'est février 49. Hein. Donc, 8 décembre 1950, la cour, évidemment, d'assises de Paris, de la Seine. Il y a donc le président de Moissac, l'avocat général Raphaël. Bon, tout le monde a oublié leur nom, et même l'avocat d'André, maître Raymond Hubert, qui était certainement connu à son époque, mais il est un peu écrasé, on va dire, par la présence en tant que défenseur de Robert Planet, et ça a dû être la chance de celui-ci, la présence de maître René Fleuriot. C'est quand même celui qui a été dans le procès Petiot. C'est le début d'un grand ténor du barreau de Paris. Et toujours cette question dont vous parliez tout à l'heure. Alors, qui a fait le coup? Et là, évidemment, les versions données par René et par Robert sont très différentes, et maître Fleuriot va s'en servir habilement. Oui, alors ils vont la jouer différemment, effectivement. André Farré se présente comme une femme persécutée par la police, tout le monde lui en veut, hautaine, arrogante, et extrêmement détestable. Et elle, s'il avait fallu qu'elle Amadou les jurait, il fallait pas s'y prendre comme ça, du tout. Ouais, son avocat s'arrache les cheveux, quoi. Ah, il sait pas quoi faire. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, il sait pas quoi faire. Il sait que ça va jouer contre elle, et elle risque sa tête. Hein. Tout à fait. Et son avocat dit, moi je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et elle dit, cet avocat ne vaut rien, je n'en ai pas besoin. Elle le dit clairement. Voilà. Et alors Planet va la jouer, lui, très humble, très humble, sans doute conseillé par son avocat, maître Fleuriot. Ouais. Il va se présenter comme une victime un petit peu, finalement. Il s'est fait manœuvrer par cette femme, il n'avait pas l'intention et il n'a pas fait grand-chose, il n'a fait qu'aider. Ouais. Alors chacun se renvoie la balle, et ça va être un espèce de duel. Ce qui fait qu'on ne saura jamais la vérité, mais en tout cas il y a une vérité judiciaire, c'est que les jurés, après s'être réunis, condamnent à mort René. Oui, parce que elle est reconnue coupable du meurtre, André, et elle va être graciée par le président de la République, parce que on ne coupe plus la tête des dames après la guerre. Bon, hein, grande avancée de civilisation quand même. Et quant à Robert Planet, eh bien lui, on lui reconnaît des circonstances atténuantes. Il est condamné à 20 ans. Oui. Et c'est un exploit de grâce à Fleuriot, qui a réussi à dissocier les deux. L'avocat général, évidemment, jouait la fusion, et donc la fusion des responsabilités. Et Fleuriot a réussi à dire non, mon client n'était pas le criminel. Il a été le jouet de cette femme diabolique, quoi. Voilà. En fait, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Alors parce que elle a été incarcérée dans une prison qui était devenue une prison pour femmes après la guerre, à Guenot, où elle est. Donc sa peine a été. Sa peine a été commuée en fait en prison à perpétuité. À perpétuité, voilà. Qui a été raccourcie, si je peux dire. Le mot est mal choisi. Et elle en est sortie. Elle en est sortie. Prison très dure, c'est-à-dire les prisonniers n'avaient pas le droit de se parler. Oui, terrible. C'est Simone Veil le raconte, je la cite. Pas le droit de se parler, des conditions extrêmement difficiles. Ensuite, la prison a été une prison mixte où il n'y avait plus que des hommes, sur lesquels on aurait fait des expérimentations de neuroleptiques. Et puis elle a été fermée en 87. Voilà. Alors, cette femme, elle va sortir. André, elle est sortie. Elle s'est remariée. Oui. Son mari serait mort de mort naturelle. Ah oui, on n'a pas le droit de penser le contraire. En 1970. Et elle a eu... elle a continué encore un peu sa vie. Elle est morte en 98. Dans le déni, semble-t-il. Disant, j'ai été persécutée. Mais c'était une dame... Dixit, sa famille, puisque j'ai pu avoir un contact, charmante, agréable, et peut-être après tout, elle avait purgé sa peine, et avait-elle changé. Très éloignée du personnage, en tout cas, qu'elle avait montré au moment du procès. Robert Planet, lui, donc, fait une partie de sa peine. N'en sais pas plus. On ne sait pas ce qu'il est devenu. J'ai une dernière question, il nous reste à peine 1 minute d'émission. Xavier Armange, est-ce que vous avez percé l'autre secret? C'est pourquoi le puits d'enfer? Pourquoi elle est allée mettre cette malle dans le puits d'enfer?
Eh bien, à mon avis, je le raconte dans le livre, au début, je crois que c'est parce que petite fille, son grand-père, qui habitait les Sables d'Olonne, l'emmenait se promener sur les rochers, la falaise, et lui disait, fais attention surtout, si tu tombais, tu disparaîtrais à jamais. Ouais. Parce que dès tout ce qui tombe là-dedans disparaît à jamais. Elle était intelligente, mais elle s'était trompée. Voilà. Eh bien, elle avait de la mémoire, mais bon, ça lui a pas servi. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, c'est moi qui vous remercie. Xavier Armange. Et donc, je rappelle le titre de ce livre paru aux éditions d'Orbestier, La malle sanglante du puits d'enfer. Vous serez incollable désormais sur cette affaire extraordinaire dont s'est inspiré, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on en parle beaucoup sur Internet, évidemment, dont s'est inspiré Henri-Georges Clouzot, le grand cinéaste, pour son film Les Diaboliques. Mais là, c'était deux femmes qui voulaient se débarrasser de leur c'est quand même très amant transposé. et mari, c'est quand même assez transposé. L'émission est terminée, on va retrouver Flavie Flamand dans quelques secondes.